Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Samuel Pagé-Ploup. Je suis coordonnateur des affaires publiques et gouvernementales chez Vivre en Ville. Véhicules électriques dans nos villes. Alors, avant de commencer, j'aimerais passer la parole à Christian Savard, qui est directeur général de Vivre en Ville, pour vous adresser un petit mot. Christian? Bonjour, bonjour aux personnes présentes. Est-ce que tout fonctionne bien du côté de la technique? Je vous donne une seconde pour voir. On entend bien. C'est bon pour les gens à distance. Écrivez dans la section probablement converser ou commentaires de l'événement. Donc, oui, Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. Content de votre présence aujourd'hui pour les personnes qui sont là en personne. Merci aussi aux gens qui sont là à distance. On s'est rendu à 180 personnes qui ont montré de l'intérêt qui devait être présent. Donc, je vois qu'il y a de l'intérêt sur le sujet. Mon petit mot, juste pour mettre deux, trois choses en contexte, puis le rôle qu'entend jouer Vivre en Ville en ce qui concerne l'électrification des transports. Il y a actuellement dans les médias, et vous l'aurez peut-être remarqué, une tendance de fond que moi je trouve très intéressante, c'est le fait qu'on parle beaucoup d'électrification, mais il y a de plus en plus de gens aussi qui disent on ne pourra pas faire que l'électrification, il faudra aussi diminuer le nombre de voitures. On a vu des articles, on le voit que ça se parle également à la COP également, qui a lieu à Glasgow. Donc, pour nous, ça fait chaud au cœur parce que c'est un discours qu'on tient depuis très longtemps et qu'on s'attend, on voyait une espèce de dérive possible avec l'électrification, ce qu'on disait, ça serait ça la solution à tout. Et toutes les autres solutions structurantes, la ville de la proximité, où est-ce qu'on peut se déplacer à pied, à vélo, la ville du transport en commun, étaient mis un peu de côté. Mais non, effectivement, on sent que ces solutions-là ne sont pas abandonnées. Toutefois, on a construit nos villes depuis des décennies en fonction de la voiture. On ne réussira pas on ne réussira pas à éliminer l'ensemble des voitures. Il va devoir en rester beaucoup. Même si on réussissait le défi titanesque de réduire de moitié notre parc auto, il va falloir encore des voitures et celles-ci, on va vouloir qu'elles soient électriques pour qu'elles mettent le moins possible de gaz à effet de serre. Donc, sachant cela, pour une organisation comme Vivre en Ville, soucieuse d'un développement viable de nos collectivités, de nos communautés, on n'a pas le choix de s'intéresser à cet enjeu-là, particulièrement son insertion en milieu urbain dense, là où on n'est pas en banlieue, là où il n'y a pas d'allée d'auto, où est-ce qu'on peut mettre facilement la borne. Il y a des défis supplémentaires en ville, des défis qui touchent également les questions de livraison, de logistique urbaine qui sont en montée en puissance. Donc, pour Vivre en ville, très difficile de faire notre travail sans avoir un volet qui s'intéresse à ça. La manière qu'on va le faire, et pour aujourd'hui, c'est un peu notre coming out là-dessus, parce que ça veut dire que vous allez nous entendre de plus en plus sur ces questions-là dans les prochaines années, parce que ça fait partie aussi de la solution, mais il faut bien faire les choses et non pas juste reproduire le modèle d'avant avec des voitures électriques. Donc, pour nous, s'intéresser à ça est un naturel et on commence un projet, pour l'instant, le nom de code, on ne sait pas encore si on va le garder, c'est électricité, donc la ville électrique. Et c'est pour ça qu'on a fait ce petit panel-là, qui est un peu, comme je le disais, notre coming out, où est-ce qu'on va mettre on va commencer à parler de ça, notamment en poussant les meilleures pratiques, qui se font au Québec, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à ça et nous, on veut les mettre en valeur. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Je vais laisser le reste du panel se dérouler. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un beau midi avec nous. Merci. Alors, j'invite maintenant mon collègue Benjamin Decaire à venir nous présenter le projet. Bonjour tout le monde.
Merci d'être présent aujourd'hui. Je vais avoir la tâche de vous présenter l'électricité. Donc, tout d'abord, je vais me présenter moi-même. Benjamin Dokia, je suis conseiller nouvelle mobilité et électrification des transports chez Vivre en Ville. Et je suis en charge donc, du projet électricité, qui est un projet qui vise à accompagner et accélérer l'électrification des transports individuels et de marchandises par la promotion de bonnes pratiques, assurer une intégration urbaine viable et durable. Donc, au Québec, l'automobile est au centre des déplacements individuels, avec une part modale supérieure à 60%. La part belle faite à ce moyen de transport dans et en dehors de nos villes n'est pas sans conséquence sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans un contexte de changement climatique et avec le poids important qu'occupent les transports dans les émissions de polluants atmosphériques, le Québec s'est engagé dans le développement d'une filière d'électrification des véhicules. Pour autant, l'électrification n'est pas une réponse absolue. On parle de gains d'émissions de GES à hauteur de 50% sur le cycle de vie d'un véhicule. Et de plus, le remplacement des véhicules à essence par des véhicules électriques ne réglera pas tous les problèmes liés à l'environnement et liés à la mobilité dans les milieux urbains. Les livraisons de biens et de services sont aussi concernées par les enjeux d'électrification, surtout dans un contexte d'accroissement des quantités de marchandises livrées, mais surtout d'une accélération des délais de livraison. Il est estimé que le tiers des émissions de la chaîne logistique sont attribuables à la circulation urbaine des marchandises, soit au dernier kilomètre. Enjeu auquel il faut ajouter les problématiques de bruit, de sécurité routière, d'usure prématurée des infrastructures et autres. Face à ces constats, on est en droit de se demander quelle est la solution pour assurer le déplacement de tout le monde de manière soutenable pour l'environnement et pour nos collectivités. Et à cela, je vous répondrai en 2 mots, mobilité durable. Donc, la mobilité dite durable, c'est quand tout le monde peut se déplacer efficacement tout en limitant les impacts négatifs de ces déplacements sur l'environnement, sur le territoire, sur la santé, sur la sécurité, ainsi que sur les finances publiques et personnelles. Maintenant, j'en viens à la question la plus importante. L'électrification des transports individuels et de marchandises peut-elle contribuer à la mobilité durable et donc limiter l'impact négatif de nos déplacements sur l'environnement. Seules les seules évolutions technologiques ne seront pas suffisantes pour répondre et résoudre les enjeux de mobilité. Tout au mieux, on va réduire les émissions locales de gaz à effet de serre et les émissions locales de polluants. Pour arriver à faire de l'électrification des transports un moyen de soutenir la mobilité durable, il faut qu'on change le système. Le passage de la voiture électrique peut engendrer une augmentation des distances parcourues de 20 à 30% en raison de la bonne conscience de ne pas polluer. On appelle ça l'effet rebond. Cet enjeu, parmi tant d'autres, accentuera la pression sur les infrastructures routières, sur la congestion, sur l'insécurité routière, etc. Les choix collectifs d'électrifier massivement le Québec va entraîner un renouvellement du parc automobile, mais aussi un changement majeur dans les pratiques associées à la mobilité. C'est une fenêtre à ne pas manquer pour améliorer nos pratiques et pour minimiser efficacement les externalités connues et avérées de l'automobile. Profitons-en pour accompagner la démarche d'électrification des véhicules, d'une évolution culturelle dans notre rapport à l'automobile et dans nos pratiques individuelles. Et j'en viens maintenant à l'épineuse question du comment. Comment, chez Vivre en Ville, nous voulons soutenir et accompagner l'électrification des transports individuels et de marchandises. La réponse réside en 3 clés: optimiser, intégrer et mutualiser. Donc, sans vouloir être exhaustif, je vais juste rapidement vous présenter quelques pistes qu'on va souhaiter explorer dans l'année à venir. D'abord, l'enjeu d'optimiser. Optimiser, c'est adopter des réflexes plus éco-responsables dans nos habitudes de recharge et dans l'utilisation en général des mobilités électriques. Ce n'est pas parce qu'un véhicule est électrique qu'on est dispensé d'adopter des principes d'éco-conduite et qu'on ne doit pas réduire nos distances parcours. Ensuite, l'enjeu de sobriété technologique. Sobriété pour les infrastructures, mais aussi dans le choix d'équipements automobiles. Il est difficilement envisageable d'équiper l'ensemble des cases de stationnement public de bandes de recharge, et ce pour des considérations techniques, environnementales et sociales. Pour ce qui a trait à l'équipement automobile, lors de l'achat, le choix d'un véhicule est plus guidé par des considérations qui renvoient au domaine de l'imaginaire et de la valorisation de soi. Couplé à une idée d'impact écologique zéro, l'électrification des transports ne remet pas en cause cette culture automobile dominée par le VUS et la grandeur. Comme pour les bandes de recharge, face à l'abondance, ce que nous voulons promouvoir, c'est le bon équipement, de la bonne taille, au bon moment et au bon endroit. À cela, j'ajouterai qu'on souhaite également une
une électrification soutenue par une économie locale et circulaire, il est important d'aborder la transition vers les véhicules électriques en se questionnant sur les matériaux de la transition écologique et de la transition énergétique. Il est possible de favoriser l'intégration des principes de la circularité dans l'électrification des transports, par l'éco-conception des infrastructures, par l'allongement de la durée de vie des composants, par la recyclabilité des matériaux, etc. Ensuite, il y a la question d'intégrer l'électrification des transports. Du fait des temps de charge beaucoup plus longs, l'intégration des véhicules et des infrastructures électriques en ville est un enjeu important. Tout d'abord, au niveau du stationnement. Le stationnement est un enjeu, quelque chose d'énergivore, de monofonctionnel, à l'origine d'îlots de chaleur. Les stationnements doivent baisser en quantité et croître en qualité afin de répondre à des usages à plus forte valeur ajoutée pour les acteurs locaux. Et l'électrification s'accompagne également d'un nouvel artefact en ville, c'est la bande de recharge. La bande de recharge dont l'intégration est à ce jour sous-optimale. Et enfin, la troisième clé, mutualisée. Comme le dirait Christian Savard, l'avenir de la mobilité sera mutualisé. Donc pour cela, nous devons changer notre rapport à l'automobile. Si on veut que l'électrification apporte des solutions à plus de problèmes urbains que simplement réduire les gaz à effet de serre, il faut rompre avec la propriété individuelle et privative de l'automobile. Catherine Morancy évoquait récemment un potentiel de réduction du parc automobile de 50% grâce à la mutualisation. Ceci étant dit, la mutualisation ne doit pas se limiter seulement à l'objet roulant. Elle devrait également s'étendre aux cases de stationnement, aux bornes de recharge pour réellement maximiser les impacts. La mutualisation des ressources en transport électrique et en infrastructure de recharge permettra d'assurer un effet de levier pour la mise en place de collectivités viables, tout en assurant une diminution de la congestion ainsi que des coûts sociaux, économiques et environnementaux de la voiture sourde. Et de la logistique urbaine, au-delà de la transition énergétique, il est possible de faire converger la ville logistique, optimisée pour fluidifier la livraison à grand renfort de technologies vertes, avec la ville du quart d'heure qui favorise les échanges de proximité. Pour cela, il faut également optimiser, intégrer et mutualiser. Sans être trop exhaustif pour ne pas voler les informations que va vous apporter Caroline, je vais simplement passer rapidement sur ces trois enjeux. Donc, optimiser pour réduire significativement l'impact environnemental de la logistique par des circuits courts et par une optimisation des courses, des chargements et des véhicules. Intégrer comme des petits hubs urbains sur le modèle du projet Colibri qui a fait ses preuves à Montréal. Intégrer également les infrastructures nécessaires au déplacement des véhicules légers et des véhicules à assistance électrique, ainsi que des véhicules spécialisés de plus grande taille dans l'espace urbain. Et enfin, mutualiser le dernier chaînon de la chaîne logistique, soit les infrastructures et les outils de livraison du dernier kilomètre, ainsi que les points de chute pour les livraisons et la collecte de colis dans des endroits stratégiques du centre-ville tels que les sorties de bureaux ou à proximité des commerces. En somme, il est possible de faire de la livraison électrique un outil de développement socio-économique, des espaces denses pour contribuer à la mobilité durable du dernier kilomètre. Et je terminerai mon intervention sur l'idée suivante. Vivre en ville, c'est y résider, c'est y consommer, c'est aussi utiliser l'espace public. Notre intérêt de réunir aujourd'hui autour de la table des acteurs qui œuvrent pour une électrification durable des véhicules dans ces différentes dimensions de notre urbanisme. Maintenant, je vais laisser Samuel présenter notre liste. Merci beaucoup, Benjamin. Clairement, on a des beaux défis qui sont devant nous et qui vont venir assez vite. Hein? Il y a un engagement gouvernemental de mettre fin à la vente de véhicules pour les véhicules pour les personnes, des véhicules à essence dès 2035. Donc, ça aura des conséquences dès maintenant sur nos milieux de vie et en particulier les milieux de vie urbains denses. Donc, on va s'y atteler dès maintenant. Alors, on a donc aujourd'hui la chance d'avoir deux panélistes avec nous. Malheureusement, Mme Tadjana Leblanc n'a pas pu être présente. Donc, on a quand même deux panélistes de grande qualité et Benjamin participera aussi là, à la discussion avec les deux panélistes. Donc, d'abord, j'appellerai David Deschênes, là, qui est directeur à la conception et innovation chez Prével. David, je vais lire rapidement quelques notes biographiques. Donc, passionné de l'immobilier, il s'intéresse particulièrement à l'innovation, au développement durable et à la création de milieux de vie complets. Depuis qu'il s'est joint à l'entreprise en 2011, il a participé à la création de nombreux projets ayant contribué à l'effervescence de la grande région de Montréal, tels que
l'esplanade Cartier dans le quartier Centre-Sud, le quartier général à Griffintown, l'ONE à Griffintown, l'Offre impériale à Saint-Henri, Union sur le parc dans, et là je ne suis pas sûr de comment le prononcer, Chaussée? Merci. Et le 21e arrondissement dans le faubourg des Récollets. Alors, David, la parole est à toi. Donc, merci pour l'introduction, c'est très apprécié. Merci pour l'invitation Vivre en ville. Je vais faire une mini mise en contexte là, sur qui on est Prével. On est des développeurs immobiliers, promoteurs immobiliers. On est en affaires depuis 1978, donc ça fait quelques années. Je n'étais pas là à l'époque. Je suis arrivé en 2011 dans l'entreprise. On se spécialise dans la conception de projets d'ensemble à usage mixte, donc où on a un volet résidentiel, où on a des espaces bureaux, des espaces publics, des commerces, donc vraiment complet et dense. Et on se spécialise, en fait, on a concentré nos activités à Montréal, dans le Grand Montréal, soit dans le projet du centre-ville ou dans des zones TOD, donc où il y a des réseaux de transport en commun lourds. J'ai une petite présentation, je ne sais pas si elle est prête. C'est pas la mienne, ça. Ah, c'est elle, avec les images. Ouais, prochaine slide. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du virage qu'on a pris en 2019 pour, en fait, que 100%, planifier les infrastructures pour que 100% de nos places de stationnement dans nos projets, soit condos, soit locatifs, en fait, résidentiels, projet centre-ville, soit EV ready. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, EV ready? Ça veut dire qu'on met en place les infrastructures pour que, en rétrofit, après la livraison, après que nous, le développeur immobilier, on ait livré le bâtiment, pour un client, pour un résident, il puisse facilement connecter, électrifier en fait sa case de stationnement. Concrètement, c'est relativement simple, c'est qu'on prévoit des conduits dans la dalle qui relient les cases de stationnement aux bons endroits dans l'immeuble. Et on s'assure que l'entrée électrique des bâtiments est capable de supporter une charge future pour que 100% des stationnements puissent être électrifiés. C'est un défi. Heureusement, il y a des produits sur le marché qui existent. Présentement, on travaille avec une jeune entreprise qui s'appelle RVE, qui propose des technologies disons, qui gèrent le réseau, gèrent la capacité du système avec des systèmes de délestage, donc de partage d'énergie. Les deux projets qui sont là, en fait, à gauche, il y a Stand Quartier, à droite, c'est Quartier Général. À gauche, en fait, c'est dans le centre-sud, à droite, dans Griffintown. C'est les deux projets dans lesquels on a implanté la première fois, en fait, là, EV Ready pour 100% de nos espaces de stationnement. Pourquoi on a fait ça? En fait, je vais vous expliquer là, très brièvement, j'ai juste 5 minutes, là, les raisons qui nous ont poussé à prendre cette décision-là. Relativement simple, il y a des conditions de marché, une pression au niveau du marché qu'on a senti, donc c'est important pour nous de s'adapter. Et ensuite, au niveau de la conception durable. Donc, au niveau du marché, j'ai sorti des statistiques là, de l'Association des véhicules électriques du Québec. Je voulais souligner, en fait, qu'au Québec, là, on voit en fait, à travers le Canada, il y aurait, en date je pense que c'est le 30 juin 2021, 232 000 véhicules électriques. Au Québec, ça représente 110 000 véhicules électriques. Donc, on a 50% des véhicules électriques sur le marché au Canada sont au Québec. C'est dû à différentes raisons, par exemple, des bons programmes de subvention. Et à droite, en fait, il y a un graphique qui montre la courbe, la progression. On voit qu'en 2020, il y a eu un petit ralentissement, mais on voit en 2021, en fait, la donnée est prise au 30 juin. On est sur une bonne lancée pour atteindre les objectifs là, en fonction de l'Association des véhicules électriques du Québec. Et les objectifs, en fait, les prévisions, c'est qu'en 2026, on va avoir 6 fois plus de véhicules électriques au Québec qu'aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est 600 000 véhicules électriques. Ça démontre en fait l'impact direct qu'il y a eu sur la demande dans nos projets. Donc, j'ai recensé tous nos projets qui étaient dans des centres urbains, donc proches du centre-ville, et on voit qu'entre 2011 et 2019, la demande a augmenté beaucoup, elle est passée de 0% dans nos projets qu'on faisait en 2011 à 55% en 2019. Donc,
il y a eu une tendance, en fait, qui a suivi la tendance du marché québécois. Et puis, une donnée intéressante, je n'ai pas le pourcentage, mais beaucoup de nos acheteurs, de nos clients qui achetaient des stationnements électrifiés qui ne possédaient pas de voitures électriques. Donc, c'était vraiment dans une optique de moyen-long terme, en fait, là, pour leur investissement, mais parce qu'ils savaient qu'il y avait un besoin qui s'en venait. L'autre raison, en fait, c'est au niveau de la conception durable. Pour nous, c'est inconcevable, là, en fait, de continuer à concevoir des espaces de stationnement, des projets, en sachant qu'il y avait ce besoin-là, qui était déjà présent et qui s'en venait aussi, sans planifier des infrastructures qui étaient résilientes, en fait, puis qui pourraient répondre à ce besoin-là qui était connu. C'est un problème qui est surtout présent pour les immeubles en copropriété, donc au niveau des condos. Il y a beaucoup de complexité en rétrofit quand les infrastructures ne sont pas planifiées. On a estimé, ça c'est une estimation maison, que c'est 2 à 3 fois plus dispendieux pour un résident de se connecter si les infrastructures ne sont pas là par après. Il y a des données, des études qui parlent de 4 à 5 fois plus. Là. Nous autres, notre expérience, on serait plus rendu 2 à 3 fois. Il y a une grande complexité au niveau de la gestion avec les gestionnaires, les syndicats de copropriété. Pour ceux qui savent qu'ils vivent dans un condo, ils savent qu'il y a différents niveaux là, de prise de décision qui sont en place. Et avec les autres copropriétaires aussi. Et aussi, c'était pas... fallait s'assurer que les infrastructures, donc l'entrée électrique, était capable de supporter la demande pour l'électrification de 100% des places de stationnement. Je voulais aborder brièvement les défis. Il y a plusieurs défis techniques qui sont présents selon le gabarit du bâtiment, la hauteur du bâtiment, l'usage du bâtiment. On est chanceux, les technologies existent, donc il y a des solutions en date d'aujourd'hui pour tous les défis techniques, mais c'est des solutions qui amènent un surcoût. Notre plus grand défi, en fait, est lié plus à l'abordabilité. Dans un contexte où la valeur des terrains augmente beaucoup à Montréal, il y a de plus en plus de réglementations qui peuvent être coûteuses. Il y a une surchauffe qu'on vit actuellement au niveau du marché des coûts de la construction, qui était aussi vécu en 2019, assez accentué depuis les 2-3 dernières années. Eh bien, chaque décision qu'on prenait, ou en fait qu'on prend, qui ont un impact sur les coûts de construction, viennent affecter en fait l'accès à la propriété pour les premiers acheteurs. Donc, pour nous, ça a été notre plus grand défi quand on a pris cette décision-là. Pour conclure, en fait, là, je n'ai pas beaucoup de temps, fait que j'ai décidé de vous parler d'électrification des places de stationnement dans les immeubles en copropriété aujourd'hui, mais je voudrais juste parler de la responsabilité des développeurs, puis je vais faire un lien avec mes interlocuteurs avant moi, en fait. Je pense que les développeurs ont une responsabilité, puis que la mobilité durable, le transport durable devrait être au cœur de notre stratégie de développement. On devrait densifier des zones TOD, densifier des zones qui sont en proximité de transport en commun lourd. Il faut faire du design, d'aménagement pour prioriser le transport actif, piéton-vélo, les concepts de rue partagée, l'ergonomie. Et il faut aussi intégrer des nouvelles formes de transport partagé, par exemple, qui est évident, du communauto. Et ultimement, il faut diminuer les ratios de stationnement, je pense, dans nos projets. Je fais un lien avec ce que Christian disait tantôt. Oui, c'est bien d'électrifier nos cases de stationnement, mais l'objectif, je pense que ça devrait être de diminuer le parc de véhicules, qu'ils soient électriques ou à gaz, à essence, sur nos routes. Merci. Alors, merci beaucoup, David, pour cette présentation, des propos inspirants et je dirais aussi rafraîchissants de la part d'un développeur. Ça fait vraiment plaisir. Donc, prochaine présentation, c'est celle de Caroline Marie. Donc, Caroline est conseillère stratégique en mobilité durable de ses 15 ans en collectivité locale au service du développement des territoires. Caroline peut valoriser son expérience d'animation et de partenariat et de réseau de parties prenantes diverses. Titulaire d'un MBA spécialisé en responsabilité sociale de l'entreprise, elle a travaillé à la direction de développement durable de Michelin et pour le Moving On, excusez mon anglais, Lab. Elle a rejoint en février 2021 l'équipe Mobilité et Innovation sociale de Mobis, la coop Carbone.
poursuivant ici sa spécialisation dans le champ de la logistique urbaine et des données en mobilité. Alors, Caroline, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je parle de logistique urbaine durable aujourd'hui. Donc, petite mise en contexte, vous l'aurez remarqué, je pense, en lisant la presse, le commerce en ligne augmente. Les prévisions du World Economic Forum étaient en début d'année étaient de 20% d'achats en ligne en plus par an, ce qui pouvait amener une augmentation des véhicules de livraison sur nos routes de 36% et donc une augmentation de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement, on a bien sûr des objectifs climatiques, d'inversion déjà de la courbe d'émissions du transport, on n'y est pas encore, et le plan climat de Montréal indique qu'en 2030, 25% des livraisons sont décarbonées. J'ai mis un petit graphique à côté pour montrer que la livraison, ce n'est pas seulement des GES, hein, c'est détérioration de la chaussée, ça vous le savez. Je crois que je disais l'autre jour, un camion, c'est le passage de 30 000 voitures. Donc, voilà, du pool. La congestion, bien sûr, des nuisances telles que le bruit, c'est très inefficace aussi pour les livraisons. Donc, il faut penser aussi à toutes ces autres externalités négatives, comme on les appelle, qui sont liées à la circulation des camions en ville. Donc, notre vision, elle est basée bien sûr sur la démarche RTA, que certains d'entre vous doivent connaître par cœur. Donc, réduire, transférer, améliorer. Réduire, et donc c'est là qu'il faut faire porter le plus d'efforts, c'est réduire le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de kilomètres colis, l'emprise foncière. La clé, c'est l'optimisation. Aujourd'hui, au Québec, il y a un tiers des camions qui circulent à vide. Si on rajoute ceux qui sont à moins de 25% de charge, on approche les 50%. Donc, il y a de la marge pour optimiser. Ensuite, transférer. Transférer des camions vers des véhicules plus légers, plus compacts. Ça va aller avec l'optimisation. C'est-à-dire que quand on est sur un vélo cargo, sur un véhicule léger électrique, on optimise de fait puisque le véhicule est plus petit. Et puis, en dernier lieu, c'est là qu'on arrive pour électrifier. Et donc, la vision qu'on a, c'est des véhicules chargés, enfin, on va dire des véhicules lourds, chargés le plus possible, qui vont arriver sur des mini-hubs, des entrepôts urbains pour transborder leur chargement, qui seront ensuite redispatchés par des véhicules légers qui circuleront en ville. Donc, on a travaillé les flux entrant dans la ville avec le projet Colibri, dont certains d'entre vous ont entendu parler. Et puis, on essaie de travailler aujourd'hui les flux sortants, c'est-à-dire la mutualisation du ramassage. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir progressivement un maillage du territoire avec ces points relais qui permettent de garder une optimisation des véhicules et limiter la circulation de véhicules à vide. Prochaine diapo. Donc, si on fait un peu le zoom sur l'électrification, puisque c'est le sujet du panel, on a une étude en cours sur l'éco-camionnage et l'électrification. L'électrification, on va toujours essayer de la regarder avec cet enjeu d'optimisation qui va passer par des infrastructures. Pour autant, aujourd'hui, les freins qui nous sont remontés par la profession, c'est d'abord les enjeux d'intégration dans les opérations. Ce que veulent les transporteurs, c'est un remplacement. C'est-à-dire qu'on ne va pas modifier nos pratiques. Vous nous donnez un camion électrique, on va faire la même chose avec un camion électrique que ce qu'on fait aujourd'hui avec un camion diesel. La question de la technologie, est-ce qu'elle permet une grande autonomie? En ville, on parle de 16 heures. Est-ce que le camion est capable de tourner en continu sur 16 heures de temps, ou est-ce qu'on a des bornes avec une grande vitesse de recharge? Et du coup, est-ce qu'on arrive à adapter ce stop dans la tournée qui est déjà, de leur point de vue, ultra optimisée? Et quand on parle de recharge, c'est quel temps de recharge, quelle est la capacité, la localisation, la simultanéité quand on a une flotte de camions, comment on fait? Donc là, c'est les questions que se posent les bus aujourd'hui. Donc le camionnage regarde beaucoup ce qui se passe du côté des autobus pour prendre les retours d'expérience. Et puis, il y a l'intégration dans le modèle économique. Aujourd'hui, le camion lourd qui arrive en ville, c'est celui qui a déjà 15 ans de route longue distance. Donc, c'est un vieux camion qui arrive en ville quand on parle du camion lourd. Donc, si on remplace un camion lourd électrique aujourd'hui, a priori, il va faire plutôt de la longue distance et pas trop de la longue distance, moyenne distance puisqu'on est de l'électrique. Mais la question se pose, c'est comment il va fitter dans le modèle économique actuel.
Beaucoup de questions sur le coût total d'opération, sur le retour sur investissement, parce qu'on ne sait pas combien se revend un camion électrique. Donc, le milieu preneur aujourd'hui a de grosses questions sur le modèle économique. Et est-ce que le leasing est une opportunité pour passer à l'électrique? Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de camions cubes. Ils sont annoncés, là, fin d'année, début 2022, on n'a pas de camions cubes. Donc, c'est les camions, les Ford Transit, par exemple. Là, il y en a 150 qui doivent arriver d'ici un mois à peu près sur le pays. Mais ils ne sont pas disponibles. Donc, toutes les tournées en ville, elles sont encore diesel si on ne les a pas transférées. Donc ça, c'est ce que je disais, le réseau de recharge, il va falloir le penser, notamment en prenant appui sur les retours d'expérience autobus, puisqu'on va parler de gestion de flotte qui vont devoir être renouvelées. Et puis, est-ce qu'on a des infrastructures qui sont privées, qui sont mutualisées? Et ça, c'est une autre grosse question pour la profession qui n'est pas prête à la mutualisation. Donc le frein, il est très culturel aujourd'hui sur la profession. Donc, je voudrais conclure avec un rappel d'ordre de grandeur. Sur la mobilité des personnes, il y a une étude récente qui démontre que passer au vélo, ça a 10 fois plus d'effet que d'électrifier. Parce qu'il y a une inertie sur le remplacement des flottes, et puis parce que la réduction, elle est immédiate, hein, c'est à peu près 1 pour 10. Si on dit, voilà, un camion de livraison remplacé par un vélo, c'est quasi 10 tonnes de CO2 qui sont diminuées par an immédiatement. Comme je le disais, on n'a pas encore les camions cubes, donc on ne peut pas faire de conversion à l'électrique tout de suite. Et puis, on a une attente de remplacement aujourd'hui de 600 camions lourds pour passer à l'électrique qui n'est pas pourvue. C'est-à-dire que le marché n'est pas prêt. Donc, l'électrification sur la logistique, elle viendra effectivement en dernier dans la logique RTA, mais elle viendra aussi en dernier parce que le marché n'est pas encore prêt. Donc, on doit jouer sur les deux leviers et commencer d'ores et déjà à réduire. Voilà, je m'arrête. Après, je prendrai les questions. Alors, merci beaucoup, Caroline. On va pouvoir maintenant commencer la période d'échange, le panel. Et là, on a un petit déplacement de micro qui est en cours. Je vais essayer de parler assez fort pour que les gens en ligne m'entendent. Il est possible, à la fois pour les gens qui sont en ligne et aussi ceux qui sont dans la salle, vous pourrez poser des questions. Je vais commencer de ce pas. Et on vous invite en fait à échanger là, entre vous. Vous verrez, les questions sont assez larges là, pour vous permettre d'avoir une discussion. On l'a déjà abordé, mais quand même, là, quels sont les principaux défis, à votre avis, d'intégration des véhicules électriques dans un milieu urbain dense? Est-ce que quelqu'un veut se lancer avec cette question-là? Je vois David. Bien, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Les solutions techniques, les défis techniques, il y en a quelques-uns, il y en a plusieurs. Il y a des solutions qui amènent un certain coût. Je peux vous expliquer là, un des défis techniques avec lesquels on doit composer présentement. À l'époque, en 2019, en fait, même la conception datait d'avant ça. Quand on a fait quartier général, on a décidé d'opter pour une stratégie, en fait, le produit DCC par la compagnie RVE. En fait, un DCC, ce que ça permet, c'est de connecter la case de stationnement au compteur privé de la personne, de son logement. Donc, le produit, en fait, aussi fait une gestion intelligente de l'énergie. Donc, quelqu'un qui revient de chez lui à 5 heures le soir, s'il passe son four, se part une brassée de lavage, allume toutes ses lumières, eh bien, son véhicule électrique ne va pas se charger. Ça va attendre, en fait, que sa consommation d'énergie baisse dans son logement pour charger son véhicule électrique. L'autre avantage que ce produit-là avait aussi, c'est que ça permettait une facturation directement au client par l'entremise d'Hydro-Québec parce qu'on était sur le compteur du client qui était relié à son logement. Super technologie, ça fonctionne, les coûts sont raisonnables, ça marche dans un bâtiment de 8 étages. Présentement, on est en train de faire la conception d'un bâtiment de 18 étages dans notre projet Esplanade Quartier. On est dans un bâtiment de grande hauteur. Il y a des compteurs électriques qui sont au toit. Le filage, les infrastructures que ça prend pour connecter les DCC au toit coûtent 5 fois plus cher.
Donc, on doit penser à d'autres stratégies, d'autres produits qui existent. Présentement, on regarde des panneaux intelligents. On reviendrait se connecter sur le panneau commun. Les technologies, depuis les 2-3 dernières années, ont évolué aussi. Le panneau commun, il y a des technologies qui permettent aussi de refacturer, en fait, de calculer la consommation des cases de stationnement individuelles et ensuite, le gestionnaire de copropriété peut refacturer les clients individuellement. Donc, il y a des solutions, mais il y a des coûts qui viennent avec ces solutions-là. Le défi, en fait, c'est de trouver, nous autres, le juste équilibre dans cette mathématique-là. J'ai une question très spécifique qui vient de m'arriver, une question en ligne. Donc, je serais bien heureux de vous entendre, Caroline. Mais juste avant, là, on nous demande l'option EV Ready représente quelle proportion d'augmentation des coûts comparativement à une aire de stationnement traditionnelle? Est-ce que c'est… Ça varie, c'est une moyenne parce que ça varie en fonction du type de bâtiment, du gabarit, de la hauteur. Ça varie d'un stationnement à l'autre. Nous autres, on uniformise. Un stationnement qui est proche de la salle électrique, ça va coûter bien moins cher, là, bien entendu. Ça peut varier entre 1 000 et 5 000 $ par case de stationnement pour la fonction, pour le EV Ready, sur une case de stationnement qui peut se vendre entre 45 000 et 50 000 $. Donc, ça peut représenter jusqu'à 10 % du coût du stationnement, ce qui est quand même un pourcentage non marginal, je dirais, là, important quand même. Très intéressant. Puis j'imagine que si dans certains cas, on diminue les ratios de stationnement, on va faire des économies. Ouais. En fait, la vraie solution pour Quartier Général et Esplanade, ça a été on a trouvé des solutions techniques, mais la vraie solution, ça a été de diminuer les ratios de stationnement. Disons, du moins mon historique chez Prével, là, dans les 10 dernières années, c'est nos projets où on a eu les ratios les plus bas. Esplanade Quartier a la chance d'être dans l'arrondissement Ville-Marie. Ils ont aboli les seuils de ratio de stationnement. Donc, on préfère un projet avec 0 place de stationnement. Le marché n'est pas là encore, mais on est presque moitié moins que ce qu'on faisait il y a à peine 4-5 ans là, au niveau du nombre de stationnements. J'ai une question. Oui, j'ai une question par rapport à ça. Damien Tillette, Quartier Innovation de Montréal. On travaille ensemble avec vous. La ville de Paris vient de construire, et on travaille à construire sa plus grande tour en France. Et les développeurs immobiliers ont proposé un projet sans stationnement. Ils veulent tout simplement développer des stationnements pour les quartiers d'innovation. Vous avez des projets. L'arrondissement a décidé de supprimer 40% des stationnements extérieurs. D'accord, pas d'accord, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que le privé, le développeur immobilier privé, actuellement il y a 6 tours de 40 étages en construction à Montréal, est-ce qu'on peut imaginer qu'à court terme, avoir vous allez imposer justement de façon libre, autant pour des bureaux pour les citoyens qui habitent, sans stationnement de voiture? Tout à fait. C'est possible? Tout à fait. On reste des développeurs privés. On doit être à l'écoute du marché, mais puis heureusement, on sent que le marché s'en va dans cette direction-là. Est-ce que ça va être l'année prochaine qu'il va y avoir un projet où il n'y aura pas de stationnement? Je ne suis pas certain, mais dans les centres urbains, à Montréal, proche du centre-ville, dans un avenir à moyen long terme, je pense qu'effectivement, il va y avoir des projets où il n'y aura plus de cases de stationnement, ou du moins que les cases de stationnement vont avoir une utilité différentes que pour le véhicule individuel, par exemple des communautés ou des services de voitures partagées. Donc, je pense qu'on s'en va dans cette direction-là, mais il y a beaucoup de travail encore à faire à plusieurs niveaux. Puis c'est sûr que plus on sort du centre-ville, quand on s'en va en fait, même dans les quartiers en périphérie à Montréal, mais surtout quand on va dans les premières couronnes en banlieue, là, il y a encore des mentalités qui sont très différentes que dans le centre-ville. Mais avec les projets de réseau de transport en commun qu'on voit comme le REM, je pense qu'on s'en va dans cette direction-là, tout à fait. En fait, j'aurais peut-être relancé Caroline. Est-ce qu'il y avait des éléments de réflexion sur les principaux défis d'intégration dans les milieux urbains denses? Pour ce qui est de la logistique, on est encore au stade des points d'interrogation. Bon, il y a la question de la puissance de charge. Et si tout le monde appelle en même temps, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on est minoritaire, on l'a vu, 100 000 véhicules électriques au Québec, ça ne fait pas sauter le réseau. Mais quand tout le monde sera à l'électrique, là, c'est les grands enjeux d'hydro. La vitesse de recharge. Et donc,
Ensuite, se pose la question à quel endroit pour poser les bornes pour que ce soit pertinent et à quelle recharge, à quelle vitesse ça recharge. Donc ça, c'est les enjeux qui sont questionnés aujourd'hui par les transporteurs qui s'interrogent sur l'électrique. Quand on revient à quai, pas de souci, mais quand on doit faire un circuit un peu plus grand, la question des étapes et de revisiter l'autonomie est posée. Je vois qu'il y a une question de la salle. Ça donne bien, vous êtes à proximité du micro, donc allez-y. Stéphane Pivers de Transport Actif Québec. On a fait un atelier dernièrement concernant les stationnements sécurisés pour vélos. Et peut-être, justement, ça pourrait être abordé là, à ce moment-là. J'ai vu que dans les stationnements, il y avait des prises électriques pour véhicules, mais je n'avais pas vu de prises électriques pour vélos électriques. Et ce qui revenait souvent chez nous, au niveau des ateliers, c'est des jeunes familles avec des vélos cargo, des 3 roues, des long bikes, des vélos tandem, tous les formats, ils passaient. Et c'était pour nous, en fait, on est en train de travailler justement sur la conception d'abri vélo sécurisé. De votre côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été réfléchi au niveau des stationnements souterrains ou extérieurs par rapport à ça? Spécifiquement pour les vélos électriques, en toute transparence, non, mais on est en train de les planifier pour nos nouveaux projets. Donc, il y a 2 ans, on ne pensait pas nécessairement à ça. Il y a quand même des prises électriques. La consommation est relativement marginale, donc les copropriétés, présentement, disons, tolèrent les copropriétaires qui se branchent dans les prises communes. Ce qu'on a fait, par contre, il y a à peu près 3 ans, c'est qu'avant, en fait, des places dédiées aux vélos, on prenait le pied carré perdu au 3e sous-sol qui n'était pas trop intéressant à la vente, on ne pouvait pas mettre une case de stationnement, puis on ne pouvait pas mettre de rangement. Puis c'était notre salle de vélo. Maintenant, tantôt, je parlais d'ergonomie au niveau du transport actif. Nos salles à vélo sont au rez-de-chaussée, dans le lobby, super accessibles avec des portes doubles, mis en valeur en plus, vitrées pour mettre en valeur en fait ce mode de transport-là. Donc, on n'est plus dans le fin fond du 3e sol, on a changé notre façon de faire, mais au niveau des véhicules électriques, c'est pas des véhicules électriques, des vélos électriques, c'est pas encore intégré à nos projets en cours, mais dans les futurs projets, ça va être le cas. Merci. On reçoit pas mal de questions en ligne notamment, donc c'est bien, ça suscite de l'intérêt. Il y en a une ici qui est difficile, mais qui est particulièrement intéressante. Sur la question en fait de l'autonomie, on sait que la technologie progresse assez rapidement. Pour l'instant, l'autonomie des voitures, on peut parler entre 300 et 500 km, mais peut-être que ça va doubler d'ici quelques années. Donc, dans ce contexte, sommes-nous en train finalement de commettre une erreur en installant des bornes publiques en ville partout, sachant qu'elles sont tout à fait nécessaires actuellement, mais peut-être moins dans le futur? Et au-delà de la réponse oui-non, un peu, comment on fait pour éviter en fait de commettre ces erreurs-là? C'est Benjamin. Je peux peut-être ouvrir la discussion là-dessus. C'est à peu près 90% des recharges se font soit à domicile, soit sur son lieu de travail. Une personne qui réside en ville et qui a une voiture électrique, soit 90% de sa recharge va se passer en ville, étant donné qu'il réduit en ville, qu'il travaille en ville, qu'il se déplace en ville. Donc, la borne de recharge va avoir un intérêt. Maintenant, notre position, c'est de justement pas tomber dans une abondance de bornes électriques, sachant qu'à peu près 60% des sondés d'un sondage de Polytechnique sont dits insatisfaits de l'intégration et de la qualité des bornes de recharge actuellement, qui sont des grandes bornes de recharge assez mal intégrées au paysage urbain, avec des matériaux qui ne sont pas forcément d'une très grande durabilité dans le temps. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur le juste nombre de bornes électriques à installer. Réfléchir à la manière dont on va le faire, où on va le faire, etc. Donc, je vais aussi rebondir sur l'idée du souterrain. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les parkings souterrains du centre-ville. Peut-être que la place de la voiture va aller vers le souterrain pour des bornes de recharge qui ne sont pas sur rue, pour redonner la rue à d'autres usagers et permettre à ces personnes-là qui ont besoin d'une borne de recharge en ville de pouvoir se recharger tranquillement dans des espaces dédiés qui seront souterrains et dédiés à ces usagers. Je me permets de rebondir rapidement. Je vois une question. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer des lampadaires comme point de recharge? Ça se fait dans certains pays. OK. Au Canada, c'est un petit peu plus compliqué d'un point de vue technique par rapport au système de voltage et puis à une infrastructure électrique. Les 110 volts qui sont dans les lampadaires sont pas assez puissants pour pouvoir recharger une voiture, etc. Donc, c'est prometteur.
il y a une réflexion qui est posée là-dessus, mais ça pose aussi la question du design urbain, de comment on intègre le lampadaire, parce qu'il ne faut pas que le lampadaire soit suffisamment, faut que le lampadaire soit suffisamment proche de la voiture. On n'a pas envie d'avoir des câbles électriques qui sont au milieu des trottoirs, etc. Il y a aussi la réflexion de comment on fait pour avoir un lampadaire qui remplit sa fonction, qui s'intègre bien aux enjeux climatiques locaux et qui permet d'être suffisamment proche du véhicule pour pouvoir le recharger. David, Caroline, avez-vous des éléments de réflexion sur cette question-là, justement, d'éventuelles erreurs qu'on pourrait faire s'il y avait une surabondance? C'est ça, très brièvement. En fait, je suis un peu d'accord avec la personne qui pose la question. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Je pense qu'ultimement, il y a du travail à faire aussi au niveau du véhicule personnel. Probablement que la réponse est entre les deux, là, installer plus de bornes pour les côtés pratiques et pour les besoins spécifiques du centre-ville, de gens qui n'ont pas nécessairement de stationnement privé. Mais il faut travailler aussi sur changer les mentalités par rapport à la détention d'un véhicule pour une seule personne. Quand on sait que le véhicule reste stationné, non utilisé là, la majeure partie du temps, je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là aussi. Justement, sur cet élément-là, de changer les mentalités, parfois l'électrification des transports peut être vue comme une solution technologique à un problème environnemental et il n'y a pas nécessairement une obligation de changer son comportement, mais peut-être que finalement, oui, est-ce que l'électrification des transports, en particulier en milieu urbain dense, ça suppose des changements de comportement, des changements culturels assez importants, Caroline? Ben, je reviendrai avec mon image des externalités, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment une partie des externalités des véhicules en ville en adressant que la question des GES par l'électrification. Déjà, bon, il y a la production du véhicule. Donc, le véhicule électrique, OK, il faut qu'il ait une énergie qui soit décarbonée. Ça va, c'est le cas au Québec. Il arrive avec une empreinte environnementale qui est élevée, qui fait qu'il faut qu'il roule un maximum. Donc, les 95% du temps stationné, ça ne va pas avec cette idée d'optimisation de l'usage. Donc là, on vient avec les véhicules partagés. Mais le véhicule électrique, il ne remplace pas la congestion, n'est-ce pas? Troisième lien en véhicule électrique, bah, c'est toujours aussi congestionné. Il ne remplace pas l'usure des routes, il remplace pas, il n'atténue pas la sécurité, l'insécurité routière. Donc, si on veut penser la ville différemment et la rendre plus vivable et en tout cas mieux partagée entre les différents usages, l'électrification, c'est pas une solution en soi, en fait. C'est comme la compensation, ça vient en dernier. Quand on n'a pas réussi à faire tout le reste, et c'est pareil pour la mobilité des personnes comme pour les biens. On revient avec cette idée, est-ce que j'en ai besoin d'abord? C'est quand tu parlais d'éducation et de changer les mentalités par rapport aux véhicules individuels, on a un rôle à jouer là-dedans, puis c'est en développant des quartiers, des villes qui vont répondre aux besoins des gens qui vont être à pied, à vélo, en offrant des services de proximité, des espaces publics, des parcs à l'intérieur d'un rayon relativement petit, là, il va falloir développer une certaine densité. Donc, on ne peut pas juste dire, puis arriver avec un discours et dire, bon, ben, demain matin, on n'a plus de véhicules individuels. Il faut que toutes les infrastructures soient développées en fonction de cette nouvelle future réalité-là, si on veut que les gens, disons, adhèrent ou embarquent là, dans ce mouvement-là ou cette mentalité-là. Des éléments complémentaires sur cette question-là des changements d'habitude? Comme je l'avais dit dans ma présentation, je pense que ça passe par un changement d'habitude, l'électrification des transports, sinon on ne résout pas les problèmes. On va juste enlever les émissions locales de GES, mais on ne va pas enlever les émissions qui vont être produites par la production du véhicule, etc., comme le disait Caroline. Je pense que l'aspect mutualisé, nos systèmes de transport, changer notre rapport à la voiture. Je pense que c'est ça qui est vraiment une clé qui va nous permettre d'avoir un effet de levier sur tous les autres enjeux. Si on cesse avec cette idée d'une voiture personnelle, individuelle, cette propriété, mais qu'on la mutualise, qu'on s'ouvre à d'autres modes de transport, qu'on construit des espaces de vie qui favorisent aussi le transport actif, le transport collectif, etc. On va avoir un meilleur impact que simplement électrifier un mode de transport sans remettre en question notre modèle de développement et notre modèle de société. On nous pose la question en ligne, est-ce qu'il y a des exemples étrangers qui nous inspirent en particulier? Avez-vous en tête, soit sur le terrain ou Benjamin, dans tes recherches pour le projet d'électricité? Je pense à un modèle inspirant d'électrification des transports avec une approche assez globale qui parle d'électrification de la voiture individuelle, mais également de tous les modes de transport. Je pense que c'est la ville de Copenhague qui va être la première capitale carboneutre au niveau mondial.
qui a vraiment investi la question de manière globale, pas simplement sur l'automobile, mais vraiment d'avoir une approche intégrée avec tous les modes de transport et qui arrive à avoir la prouesse en moins de 10 ans d'avoir cette clé-là d'une carboneutralité au niveau des systèmes de transport et d'avoir une part modale de la voiture individuelle vraiment très, très faible par rapport à nous. Vous avez d'autres situations internationales? Non, j'en ai pas vraiment. Aucun problème. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de questions qui entrent. On nous demande ici sur la question des ruelles et des bornes de recharge hors rue. La majeure partie du parc automobile demeure constituée par celui des automobiles privés de résidents, de bâtiments de 1 à 3 logements. Je présume qu'on parle en ville. Oui, c'est une maison unifamiliale. Donc, comment voyez-vous la mutualisation des places de stationnement hors rue? Comment éviter l'apparition de nouvelles places de stationnement à l'arrière de bâtiments accessibles par des ruelles pour des voitures qui auparavant étaient garées sur la rue? Cette nouvelle prolifération cause déjà un problème réel aux résidents de ruelles vertes. Donc là, on est vraiment dans une question concrète. Est-ce qu'on a des éléments de réponse? C'est pas une question facile. J'en mets tantôt, puis quand on pense au quartier avec des triplex, c'est pas nécessairement là qu'il y a des stationnements intérieurs, là, comme on voit ici proche de Sainte-Catherine. Mais il y a peut-être une partie de la réponse qui se trouve là dans des espaces résiduels ou des stationnements qui vont devenir probablement un genre d'espace obsolète dans un futur moyen-long terme, disons. Puis sinon, non, je n'ai pas la réponse à cette question-là. En fait, c'est que la seule réponse qui me vient en tête, je vais me répéter, c'est en diminuant le nombre de véhicules individuels. Selon moi, ça passe par là. Mais si le nombre reste exactement le même, ça va poser des enjeux, effectivement. Je vais rebondir sur ce que tu dis sur la réduction du nombre de véhicules individuels. Une voiture en autopartage peut remplacer jusqu'à 8 voitures personnelles. Donc, si on est sur un logement, sur un immeuble de 3 logements ou 6 logements, on peut facilement imaginer qu'on peut remplacer les 3 à 4 voitures de ce logement-là par une voiture en autopartage qui aura une borne de recharge bien intégrée et qui sera disponible en fonction des besoins spécifiques de chacun dans cette immeuble-là. Donc, je pense que la question du multilogement, quand il y a cette densité un peu moyenne, sans accès au souterrain, c'est vraiment la question qui est un petit peu la plus épineuse dans l'électrification des transports. Mais je pense que l'une des clés, ça va être la mutualisation, à la fois de la borne de recharge, mais aussi de la voiture qui se branche sur cette borne de recharge. Merci. Une question à Caroline. On voit rapidement se développer en fait beaucoup d'initiatives en matière de logistique urbaine électrique à Montréal, à Québec. Quelles sont les perspectives, disons, ailleurs au Québec, sachant que des milieux urbains, il y en a dans plusieurs régions, un peu partout. Est-ce qu'on peut imaginer que dans une décennie, la livraison électrique, par exemple, sera généralisée dans de nombreuses villes sur le territoire? Si, là encore, la livraison électrique, elle dépend du marché des véhicules. À partir du moment, là, on disait les portes transit électriques arrivent, donc on va avoir des camions cubes, qu'ils soient à Montréal, à Sherbrooke, à Québec, pas de souci. Mais l'enjeu pour la logistique, c'est d'arriver à capter la hausse de la demande liée notamment au e-commerce, tout en réduisant son impact. Donc on parlait des émissions, mais les autres impacts sur la ville. Donc ça prendra plus que l'électrification. Donc l'électrification, oui, elle arrive, et il y a plusieurs entreprises qui l'ont adoptée. Aujourd'hui, c'est l'upcycling de camions standards qui ont été électrifiés. On va avoir des véhicules neufs, donc oui, ça va arriver, mais pour absorber la hausse de la demande et arriver à avoir un impact de réduction, il va falloir optimiser, il va falloir transférer. Puis les véhicules électriques, ça va être des vélos électriques, ça va être des vélos cargo. Et là encore, c'est comment on arrive à structurer une filière Made in Québec de vélos cargo qui sont des solutions en milieu dense, beaucoup plus efficaces que les camions. Et là encore, on commence à avoir les retours d'expérience qui nous prouvent que opérationnellement et économiquement, c'est plus intéressant. Donc, on va aller là-bas.
là-dessus. Et l'électrification, je pense, aura beaucoup plus d'effet sur les vélos cargo que sur les camions lourds pour avoir des effets immédiats. Merci. Tu évoquais tout à l'heure la question là, des externalités. On l'entend souvent, ça, une question qu'on a reçue encore en ligne. Que pensez-vous de l'exploitation des mines pour l'extraction du graphite nécessaire pour la fabrication des batteries? Est-ce que c'est une autre forme de pollution? Plus largement, là, le cycle de vie des véhicules électriques, peu importe lequel ils sont, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, de ce que j'en sais, c'est que c'est un créneau de positionnement du Québec pour arriver à positionner une extraction de minéraux beaucoup plus éco-responsable que lorsqu'elle est importée de pays qui ne respectent pas de normes environnementales et encore moins sociales. Donc il y a cette prise en compte des effets de l'extraction des minéraux pour en faire un atout pour le Québec. Néanmoins, on reste sur de l'extraction et un besoin de recyclage des batteries. Donc là encore, le Québec se positionne une filière recyclage batterie qui est en train de se structurer. Avec, là encore, on parle de batteries d'auto ou de camions, c'est lourd, c'est des produits dangereux, donc aussi comment on le manutentionne, comment on arrive à gérer les flux. Et puis, si je reviens sur les vélos cargo, là c'est beaucoup plus petit, donc là aussi, il va falloir travailler la filière pour récupérer ces batteries qui sont plus faciles à mettre à la veille. Souvent, la sobriété est une réponse, une solution. Est-ce qu'il y avait une question de la salle? Je crois que oui. Jeanne? Oui, ben, en fait, c'est plus un cri du cœur qu'une question. Mais je nous entends, puis on parle d'électrification des transports, on parle de l'importance de la mobilité durable, mais on a quand même commencé en disant les voitures vont rester, elles vont s'électrifier, il va falloir les intégrer dans nos milieux. Puis je suis un peu préoccupée parce que j'ai l'impression qu'on manque encore d'idées pour bien les intégrer. Et il m'apparaît crucial que l'électrification des transports se fasse au bénéfice de la ville et pas simplement au bénéfice des voitures. On sait ce que la motorisation a fait à nos milieux de vie. Si on ne veut pas que l'électrification fasse la même chose, il faut que ce soit les amoureux de la ville, les ingénieurs, les urbanistes, tous ceux qui travaillent avec à cœur qu'on fasse des meilleurs milieux de vie. Il faut impérativement qu'on travaille et qu'on se dépêche parce que ça s'en vient. Et je ne voudrais pas qu'on perde de vue cette préoccupation-là, justement, d'intégrer les voitures électriques, d'intégrer les infrastructures de recharge. Ça me paraît nécessaire. J'aimerais voir des projets pilotes partout pour faire en sorte que ce soit un atout et pas une épine supplémentaire dans notre pied pour faire des milieux de vie à échelle humaine. C'est un cri du cœur qui est bien entendu et qui est probablement partagé par beaucoup de personnes ici et qui discutent présentement en ligne. Il nous reste, selon ce que je vois, 2 minutes. Là, donc, je vous laisserai peut-être des petits mots de la fin. Je vois qu'il y a quelqu'un qui répondait en fait à la question sur les lampadaires qui était posée justement pour la bonne intégration. La personne dit que pour l'instant, il y a un problème relié au compteur électrique dans les lampadaires urbains. Jeanne évoquait le fait qu'il faudra se creuser les méninges, les ingénieurs, les urbanistes, les amoureux de la ville doivent trouver des solutions. Je ne pense pas que ce soit un défi insurmontable à long terme. Est-ce qu'il y avait soit une dernière question ou des derniers commentaires, des éléments de réflexion? Oui, monsieur. Oui. L'électrification, la réponse. On va parler de la pollution. Le Québec est très, très chanceux parce qu'on est le premier producteur d'hydroélectricité. Le reste du monde n'utilise plus leurs centrales nucléaires, utilise du charbon pour faire de l'électricité. Il y a des centres de mobilité comme Israël qui travaillent sur la voiture en hydrogène, sur la voiture en transport, hydrogène et électricité. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses que l'électricité ou est-ce qu'on est focusé sur les prochaines décennies sur l'électricité en sachant que ça pollue, hormis la construction des batteries, mais pour fabriquer l'électricité, hormis le Québec qui est très chanceux, mais le reste du monde, est-ce que c'est fiable? Moi, ce que je dirais, c'est ce qu'on voit de plus en plus partagé par les villes, c'est le concept de ville du quart d'heure. Donc la réponse, elle est sur la redéfinition des espaces de vie et des besoins de mobilité, en fait. Parce que
effectivement, il y a des choix technologiques et puis donc, électricité, hydrogène. Après, je ne vous referai pas le cours sur vidéo bêta, hein, il y a des choix technologiques qui nous engagent, mais même si ce n'est pas les meilleurs. Mais moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus la réponse à cette question de la mobilité, elle est urbanistique, en fait. Et c'est de plus en plus partagé. Ce n'est pas une ville qui a dans son coin sa réflexion sur la vie du quart d'heure. C'est partagé. Donc, je dirais que c'est ça la réponse actuelle. Et donc, on revient à ce concept de sobriété dont il parlait, réduire d'abord. Merci Caroline. Je vois qu'il y avait d'autres questions qui émergeaient dans la salle. Peut-être qu'on pourrait continuer la discussion après la fin de l'événement. Je crois aussi que la question a été un petit peu mal entendue pour les gens en ligne, mais je pense que dans ta réponse, on avait pas mal les éléments essentiels. La question était, est-ce que finalement l'électrification est la réponse? Parce que l'électrification, les véhicules vont quand même polluer. Et la réponse était très éloquente. Donc, l'événement se conclut. Je vous remercie chacun d'avoir été présent aujourd'hui. De notre côté, c'est vraiment le début. Hein? On entame un projet et comme le disait Christian, Benjamin, vous allez nous entendre vivre en ville de plus en plus parler de ces questions-là. On a des défis et on est forcé à y trouver des solutions rapidement. Alors, merci à tous. Bonne fin de journée.